faut savoir qu'il y a une stat qui est connue, qu'il y a 42% des entreprises, des startups dans le monde qui meurent parce qu'elles font des produits dont personne n'a rien à foutre. C'est juste hallucinant. Et on le voit souvent. Quand tu es VC, tu vois des trucs, tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert? C'est mon premier invité physique. C'est-à-dire que j'ai déjà eu en visio, donc il y a eu Oussama Ammar, il y a eu Guillaume Houbèche. Mais là, tu es le premier à venir, à faire l'effort de te déplacer pour venir dans ma Batcave. On est voisins, donc c'est pas dur. Hein. Voilà. Et donc, ça me fait bien plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Moi aussi, écoute. Et on va essayer de faire une vidéo qui a du sens et qui donne de la valeur. Tu sais que j'essaie quand même chaque semaine de faire une vidéo qui peut au moins apporter un peu quelque chose. Pas juste faire pour faire, sinon ça n'a pas d'intérêt. Moi, je te connais plutôt pas mal, en tout cas, du moins, ce que tu veux bien nous laisser découvrir sur Internet à ton propos. Mais est-ce que tu pourrais un peu te présenter rapidement, voilà, qui tu es, ce que tu fais, un peu ton parcours, ça m'intéresse. Ok, donc moi, j'ai un chien, 3 enfants. Je suis marié avec la même femme depuis le début. Je fais beaucoup de vélo. Ouais. Et je fais de la musique, je fais de la batterie. Ça te va comme présentation? C'est pas mal, ouais, j'aime bien. Tu fais de la batterie depuis... depuis très longtemps, j'avais 13 ans. Ouais. J'avais un groupe qui s'appelait Stress, on faisait du rock, c'était canon à l'époque. Et puis j'ai arrêté après quand j'ai fait mes études. Et j'ai repris à San Francisco il y a peu de temps, il y a une quinzaine d'années. Et on a joué avec des gens que peut-être certains connaissent, comme Carlos, comme Romain, etc. Et on jouait dans les bars de San Francisco. On jouait des trucs français aux États-Unis, c'était assez canon. On peut trouver des vidéos sur Internet ou pas? Non, c'est possible. Il y a peut-être des traces. Et là, maintenant, j'ai un nouveau groupe aussi qui est sympa aussi. Ouais, ça s'appelle comment? On n'a pas de nom. Pour l'instant, ça s'appelle Glace à la vanille, mais c'est pas sûr qu'on garde le nom. Pas mal, j'aime bien. Je vais chercher, je vous promets au moment du montage de la vidéo, si je trouve des images de Pierre en train de jouer à la batterie, je vous les incruste au montage. J'ai très peur. Pourquoi? Non, j'ai pas peur. Tu as un parcours un peu atypique, tu es un entrepreneur. Est-ce que tu pourrais revenir sur déjà ta première entreprise? Est-ce que c'était quoi? La première boîte que j'avais montée avec Vincent, c'était une boîte qui faisait ce qu'on appelle de l'application intelligence. C'est-à-dire qu'on était capable d'aller analyser du code source et de redonner l'intelligence de ce code source à des gens qui l'utilisaient mais qui en avaient perdu la connaissance. On avait comme clients des très grosses boîtes qui avaient développé des très gros logiciels ou fait développer des très gros logiciels. Et à un moment donné, il fallait changer des choses dedans. C'était critique, ils ne savaient pas le faire. Et donc on analysait tout le code. Alors on disait, si tu changes à tel endroit, voilà ce qui va se passer dans tout ton logiciel. Oh, putain. Voilà. Donc c'était hyper technique comme technologie. C'était assez avant-gardiste à l'époque. Ah oui, c'est tous les gens qui n'avaient pas de doc, en fait, finalement, qui n'avaient pas documenté leur code, pour la transmission derrière. Voilà. Pour permettre donc au langage, si on démocratise un peu le truc, permettre à n'importe qui de pouvoir repasser derrière un code et comprendre la logique du développeur qui était passé avant, quoi. Et c'était multilangage. Pour avoir une fonction C qui faisait un truc dans une table en SQL, etc. On comprenait tous les liens entre tous les langages. Et on pouvait dire, si tu changes à tel endroit, voilà ce qui se passe. Tous les effets de bord. Ah, c'était assez, intellectuellement assez passionnant. Quelle année? C'était en 80, on est rentré en bourse en 98. Ah, rentré en bourse? Il y a un petit moment. Rentrer en bourse, on note l'information pour... C'était des moments assez... Moi, j'ai vécu la bulle Internet aux États-Unis. Je suis parti développer la boîte aux États-Unis. Ouais. J'ai vécu la première bulle Internet. Ah oui. C'était un truc de dingue. J'avais à peu près 80 personnes dans la boîte aux États-Unis. Et tous les jours, il y en a une qui me disait « Pierre, je peux te parler ?» Je dis « Ok, ouvre la porte. Le RH, vas-y, assieds-toi. Donc, tu veux te casser? Ouais, je m'en vais. On m'a proposé le double du salaire, plus une Jeep Cherokee. Qu'est-ce que tu me proposes? Allez, va jouer au billes, c'est bon, c'est fini. » C'était déjà l'horreur. C'était déjà les enchères d'avantages pour les uns et pour les autres. C'était la guerre des ressources. Et nous, on était une entreprise, on va dire, normale, qui fonctionnait normalement. On était profitable. Et on avait en face de nous des gens comme Pets.com, qui était d'ailleurs au 2e étage du immeuble dans lequel j'étais, qui avait levé à peu près à l'époque 130 millions, ce qui à l'époque était un truc monstrueux. Ça reste quand même encore une somme. Ils vendaient des croquettes pour chiens sur Internet. Et les croquettes pour chiens sur Internet, il ne faut pas avoir fait un PhD pour comprendre, mais c'est hyper lourd. Et donc ça veut dire que le coût d'expédition est beaucoup plus important que la marge. Puisque la marge sur les croquettes pour chiens, c'est à peu près 2%. C'est un métier où il n'y a pas de marge. Et donc, sur le volume que tu gagnes. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que quand tu ships un truc sur Internet, tu facturais $1 et t'en perdais un. Donc ils ont gagné plus d'argent avec un tas de trucs qu'ils ont fait à côté qu'avec ça. Et ces gens-là, par contre, évidemment, ils débauchaient tout ce qu'ils pouvaient, quoi. Ils avaient tellement d'argent qu'à l'époque, c'était
c'était open bar. Donc nous, on a beaucoup souffert de ça. Donc c'était des moments assez particuliers quand même, mais c'était rigolo. Donc là, on est première bulle Internet. Cette boîte, donc elle rentre en bourse ? On rentre en bourse, ouais, non, ça se passe très bien. Écoute, c'est une boîte qui existe toujours, qui fonctionne bien, qui a toujours une vraie technologie, que moi j'ai quittée en 2002. Ok. Et là, je me suis associé avec un de mes amis qui s'appelle Eric Hautemont, qui m'a fait venir, qui m'a dit, écoute, qui était lui VC à l'époque aux États-Unis. On s'était connus aux États-Unis avant, donc on se connaissait bien. Il m'a dit, écoute, je monte une boîte, il faut que j'étais retourné en Europe, parce qu'on voulait rentrer en Europe à cette époque-là. Il m'a dit, il faut quelqu'un qui gère autre que les États-Unis. Donc on s'est associés, on a monté une boîte qui s'appelait Days of Wonder, et on vendait des jeux de société. Ah, alors là, je veux pas spoiler pour la suite, mais il y a du lourd qui va arriver quand on sait où tu vas, ou jusqu'où tu vas aller au niveau des jeux de société. Mais c'est-à-dire que les jeux de société, on avait dans l'idée de dire, et j'aime bien ce genre de profil d'entreprise, quand il y a un marché qui est un peu poussif, un peu rouillé, et que tu viens en disant, je vais mettre en pratique des méthodes un peu modernes, tu peux souvent dépoussiérer les choses. Ce qu'a fait Elon Musk avec l'industrie automobile, on peut l'imaginer dans l'industrie de la chaussure, tu vois, qui est une industrie hyper traditionnelle qui pourrait être complètement révolutionnée. Et nous, on l'a fait dans les jeux de société, où on avait à la fois des boîtes, avec une thèse un peu différente, et on avait aussi des jeux en ligne. Et donc, on pouvait permettre aux gens d'apprendre le jeu en ligne pour après acheter la boîte. Et quand on sait qu'un jeu de société, une des barrières à l'entrée, c'est l'apprentissage de la règle, c'était vachement utile de le faire comme ça, et donc ça a pas mal fonctionné. Mais comme je dis toujours, en fait, dans une boîte, il y a 2 critères qui font que ça marche. Un, c'est le timing. Est-ce que tu es au bon endroit au bon moment? Donc ça, personne ne peut dire. Et 2, c'est la chance. Et on a eu de la chance. Ouais, il y a des gros facteurs chance. Et donc là, on a eu de la chance parce qu'on a gagné un énorme prix en Allemagne, qui est l'équivalent du Goncourt, avec un de nos jeux. Et on est passé on devait faire 50 000 balles de chiffre d'affaires à 5 millions en 3 mois. Donc évidemment, ça aide un petit peu. Ça aide un petit peu, quoi. Voilà. Ça accélère le développement. Voilà, après, il faut gérer le truc, mais c'est ça, on savait le faire. Donc là, du coup, on se retrouve avec cette boîte. Alors, on était en 2002 quand tu l'as créée. Tu fais tes 5 millions. Quelle 2004. année, 2004. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On continue à travailler. Donc, la boîte s'est développée. On a créé d'autres jeux. Et en fait, moi, je me suis aperçu qu'en fait, et on s'est aperçu ensemble, qu'en fait, quand tu es dans cette industrie-là, c'est une industrie, comme la plupart des industries d'ailleurs, on ne sait pas trop, qui est en fait intimement liée à ta capacité à créer une vache à lait. Par exemple, pour une industrie qui n'est pas connue pour ça, prenons l'industrie automobile. Je suis sûr que la 208 ou la 2008, je ne connais plus les machins, chez Peugeot, la petite voiture là, c'est 50% de leur chiffre d'affaires. Et s'ils loupent cette voiture-là, ils peuvent mettre Peugeot à mal. Ouais. Eh bien, dans l'industrie du cinéma, c'est pareil. Tu publies plein de films et il y en a un qui sort, qui fait un énorme carton et qui paye pour le reste. Dans l'industrie du jeu, c'est exactement la même chose. Et donc, il faut trouver un produit qui va être un peu un outlier, qui va être une percussion. Ouais, la grosse locomotive, quoi, qui va faire que ça avance. Et nous, on l'a trouvé très tôt. Et après, on a sorti plein de produits géniaux, mais qui n'ont jamais été aussi puissants que ce produit-là. C'était quoi le produit en question? C'était les Aventuriers du Rail. Ah, je l'ai chez moi. Ticket to Ride en anglais. Ouais, c'est un produit qui s'est énormément vendu. Il y a eu des dizaines et des dizaines de millions d'exemplaires vendus dans le monde. Il continue à se vendre. Il continue à se vendre dans les top 3 aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment un énorme carton. C'était juste un bon produit. Ceux qui n'ont pas testé, c'est un bon jeu qu'on peut jouer donc avec même des enfants. Enfin, je veux dire, moi j'ai des jeunes à la maison, ça suit bien, quoi. Mais non, c'est un jeu que tout le monde peut jouer. Ouais. En fait, le jeu de société, les gens ne comprennent pas bien parce qu'on se dit c'est un truc pour les enfants. C'est comme la bande dessinée. Ouais. La bande dessinée a fait son coming out il y a longtemps. Maintenant, on sait qu'on a de la BD adulte, qu'on peut lire de la bande dessinée, même en étant un peu plus âgé que 7 ans. Le jeu de société, c'est pareil. En fait, on connaît le jeu de société par l'intermédiaire du Monopoly et du Risk, etc., qui sont des vieux jeux qui, moi, m'emmerdent quand j'y joue, mais peu importe. Mais il faut savoir qu'il y a 600 jeux qui sortent par an. À l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est peut-être plus. Et qu'il y en a pour tous les goûts. Et qu'en fait, c'est une activité aussi intéressante que d'aller au cinéma, que d'aller au restaurant. De jouer avec des gens, c'est aussi passionnant que faire ça. Et c'est un truc qui se développe et c'est pas pour les enfants. Il y a des jeux pour enfants, et puis il y a des jeux pour geeks, il y a des jeux pour famille, il y a des jeux il y a des party games, il y a plein de catégories. La promesse, c'est de passer un bon moment avec des gens. Et non, moi j'ai découvert un peu sur le tard, je jouais pas forcément quand j'étais petite à des jeux de société, à part des classiques, genre Monopoly, tout ça, et franchement ça me saoule. Le seul truc qui était un peu marrant au démarrage, c'était de jouer avec les petits billets, les faux billets, tu vois, au-delà de ça. Et j'ai découvert plus tard, en tant qu'adulte, certains jeux, et j'ai pris plaisir.
mais vraiment sur le tard. Et aujourd'hui, t'as plein de gens, même sur YouTube aussi, qui racontent leur passion pour les jeux de société. Mais c'est un environnement génial ici. Moi, je continue à jouer. Mes enfants ont beaucoup joué. Et c'est une industrie qui est passionnante, avec des gens passionnants. Moi, j'adore et c'était des bons moments dans ma vie, ça. Et du coup, tu es avec ce best-seller qui est Les Aventuriers du Rail. Tu essayes derrière d'en produire d'autres, bon, a priori, qui n'ont pas le succès attendu que celui-là. C'est quoi la suite ? La suite, en fait, mon distributeur français commençait à se développer pas mal. Et comme moi, je voyais qu'on n'avait pas avancé, on s'est mis d'accord pour se séparer. J'ai rejoint ce distributeur, où j'ai été son directeur général. Et j'ai amené cette boîte d'une boîte qui était un peu franco-française à une boîte qui est devenue européenne. On est passé de 25 à 125 millions de dollars à l'époque. Et on a vraiment tout repensé. Enfin, pas moi, il y en était plusieurs. Mais on a acheté des entreprises en Europe pour consolider notre distribution. On a renégocié tous nos accords de distribution avec les trucs un peu importants. Donc on a pris une assise hyper importante en Europe qui a ensuite, par la suite, permis de développer la boîte et de devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, qui est une boîte qui vaut plus d'1 milliard et qui a un numéro 1 ou 2 dans le monde dans ce domaine-là. On parle d'Asmodée, absolument. Voilà. Donc là, on a quand même une belle partie de ton histoire d'entrepreneur, mais je sais, moi, que ça ne s'arrête pas là, que tu continues. C'est-à-dire que tu pourrais t'arrêter là et te dire, j'ai réussi à 2 reprises à faire quand même des belles perfs, quand même. Une boîte cotée. Asmodée, c'est pas moi qui l'ai créé. Des vendeurs, j'ai été partie prenante. Autant Asmodée, j'ai juste aidé à passer une marche. En fait, vous avez été racheté par Asmodée. Alors après. Okay. Après. Donc après, la boîte que j'avais créée a été rachetée par Asmodée, qui a beaucoup consolidé et qui est maintenant devenu un géant dans le jeu de société. Et alors ensuite, moi, je suis parti et je me suis associé avec mon frère. Ah. Et on a monté une boîte. À l'époque, c'était une boîte dans les trucs comme ça, dans les phones, dans les trucs, dans les mobiles. Parce qu'à l'époque, c'était un truc qui démarrait pas mal. Il y avait l'App Store qui commençait à marcher, etc. Et on a monté une application qui permettait de faire des plans de maison avec un téléphone. Donc c'était hyper révolutionnaire. On comprenait un point dans l'espace et on était capable, en cliquant sur les coins d'une pièce, de la dessiner et de la mesurer. Et donc là, on a eu, comme c'était une utilisation complètement révolutionnaire d'un téléphone, on était en 2011, les gens disaient « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On a été App Store, on a été app de l'App Store dans 170 pays. Je ne sais même pas si c'est dans 170 pays, mais peu importe, ou 110. Ouais, de partout. On a eu 12 millions de downloads, enfin le truc a vraiment bien marché. Donc ça a été un espèce de raz-de-marée parce qu'on avait un effet waouh qui était génial. En fait, les gens prenaient le truc, ils faisaient les plans de maison, ils disaient mais comment c'est possible avec un téléphone, quoi. Et puis tu avais une cible qui était immense parce que tous les gens qui déménagent, tous les gens qui s'installent quelque part, ils veulent savoir. Ouais, le problème qu'on a eu en fait avec cette entreprise-là, c'est que on avait et c'est vrai de toutes les startups, on avait une fragmentation de nos clients possibles qui était trop large pour qu'on arrive à faire du scale. Nos clients, c'était les pompiers, les policiers pour les scènes de crime, les archéologues, les agents immobiliers, les assureurs. Enfin bref, c'était les artisans, bien évidemment, c'était la plus grande partie, les peintres, les maçons, les machins, etc. Et donc c'était tellement fragmenté qu'en fait, on n'avait pas de capacité à faire du reach intelligent. Il faut savoir que des boîtes de peinture aux États-Unis, il y en a 2 millions, d'accord, et qu'elles ont à 97% moins de 3 employés. Donc c'est hyper compliqué d'aller faire du marketing sur 2 millions de boîtes qui ont entre 2 et 3 employés. Donc on avait un énorme problème de reach. Et donc cette boîte, on l'a vendue à notre plus gros client qui était une boîte allemande, qui continue à le développer. Le produit existe toujours, il marche très bien et tout va bien. Et suite à ça, donc là, moi j'étais reparti aux États-Unis parce qu'il fallait développer le truc aux États-Unis. Et après, on a monté un fonds d'investissement qui s'appelait The Refiners avec Géraldine et avec Carlos. Géraldine Lemeur et Carlos Diaz. Et donc ça a été canon parce qu'on a fait un truc génial. On a investi dans 60 boîtes. Ça a été un moment vraiment intéressant. On avait eu des entrepreneurs géniaux. Enfin, moi j'ai appris plein de trucs. J'ai adoré cette période. Et puis bon, elle a pris fin avec plein de choses, avec notamment le Covid. Okay. C'est une des raisons qui... C'est une des raisons, oui. Okay. Qui fait que ça a été compliqué parce qu'on n'avait plus de visa, il n'y avait plus d'avion, il n'y avait plus de... Voilà, c'était un peu le monde se ferme, quoi. Et donc là-dessus, tu repars des États-Unis ? Voilà, on voulait rentrer en France, donc je rentre en France, et là, j'ai repeint ma maison pendant 3 mois. Ça m'a occupé, j'étais en Bourgogne, j'ai pris des champignons, j'ai fait des trucs. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ?
Et j'ai décidé d'aider les startups pro bono parce que j'avais appris plein de trucs. Et donc, j'ai pris des gens au téléphone et j'ai essayé de leur rendre service. C'est un peu paradoxal quand même, le fait d'avoir été à la fois du côté des investisseurs, finalement, où c'était les startups qui venaient pitcher pour toi, où tu avais presque le rôle de... Il fallait te séduire, quelque part. Et te retrouver là, dans l'autre sens, à devoir poser, à essayer de les aider, en fait. C'est étonnant, je trouve, ce sens. Non, parce que j'avais appris plein de choses, parce que dans la vallée, on a rencontré des gens, moi j'ai rencontré des gens incroyables, des James Currier, des Josh Hellman, des Reid Hoffman, et tout ce que tu veux, on a tout rencontré. Et on a appris des trucs absolument passionnants, parce que c'est là-bas qu'il y a le plus de savoir sur les startups, évidemment. Comme moi, je suis plutôt un naturel curieux et analytique, j'ai pas mal emmagasiné tout ça. Et donc après, j'ai voulu juste un peu rendre à la communauté et puis redonner ce que j'ai un peu appris. Donc c'était à peu près logique comme démarche. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que, mais je le savais un peu déjà, que les startups avaient à peu près toutes les mêmes patterns de conneries à pas faire finalement. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas automatiser tout ça plutôt que d'en servir un comme ça au compte-gouttes? Est-ce qu'on peut pas l'automatiser? Et c'est de là qu'est né 34 éléments où j'ai réfléchi à une algorithmie qui permettait de diagnostiquer une startup. Alors justement, on va rentrer dans le détail de l'académie. Juste avant ça, tu viens de parler des erreurs, les erreurs les plus fréquentes que font les startups. Est-ce que tu aurais ton top 5 des erreurs que tu vois tu aurais un top 5 à nous donner des erreurs les plus fréquentes, les plus courantes des startups? Oui, je pense que l'erreur numéro 1, c'est probablement de mal choisir ses co-founders. Okay. Je pense que ça, on ne se rend pas compte de l'impact que ça a. Au départ, on se dit, cool, il sait faire un truc ou elle sait faire un truc que je ne sais pas faire, on s'associe, on y va. En fait, c'est un mariage, ça dure 7 ans. Et une des raisons majeures pour lesquelles les startups explosent, c'est parce que les co-founders se tapent dessus. Donc c'est un choix qui est hyper déterminant, qu'il faut faire avec beaucoup de retenue et qui est généralement un peu bâclé. Donc ça, c'est une erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, pour moi, c'est qu'en fait, les entrepreneurs se jettent sur le développement du produit. Ouais. C'est-à-dire qu'ils se disent finalement, j'ai trouvé un associé, une associée, on a une idée, boum, allons-y, exécutons l'idée. Énorme connerie, parce qu'en fait, on n'a pas du tout pris le temps de se convaincre que l'idée est bonne. Et donc en fait, on développe un truc et on ne sait pas en fait si c'est bon. On se dit, on va le développer, puis on va le mettre sur le marché, on verra bien. La seule différence, c'est que, entre le moment où tu dis je vais le développer et je le mets sur le marché, il y a un tas de trucs à faire. Ça coûte cher, ça coûte du temps, etc. Et si tu as tort, tout ça, poubelle. Et donc, en fait, dans l'idée, c'est qu'au début, on a des intuitions. Et il ne faut pas transformer ces intuitions en convictions en faisant un produit. Il faut d'abord transformer ces intuitions en convictions en posant des questions, en se posant des questions. Et à partir du moment où on a suffisamment réfléchi, on peut se dire, OK, c'est ça qu'il faut que je développe comme produit. Et là, du coup, on a beaucoup moins de déchets. Ah oui. Il faut savoir qu'il y a une stat qui est connue, qu'il y a 42% des entreprises, des startups dans le monde qui meurent parce qu'elles font des produits dont personne n'a rien à foutre. C'est juste hallucinant. Et on le voit souvent. Quand tu es VC, tu vois des trucs, tu te dis, mais pourquoi vous faites ça? À quoi ça sert? Vous êtes brillant, vous avez plein de choses, mais pourquoi vous faites ça en fait? Il y a un truc qui est toujours dit dans la Silicon Valley, il faut être amoureux du problème et pas du produit. Et ça, on le fait jamais. Et on est tout le temps amoureux de son produit. Et moi, je suis coupable aussi de l'avoir fait. Hein. Et en fait, tu développes ton produit, tu trouves ça tellement génial qu'à un moment donné, si le marché réagit mal, tu te dis, mais c'est tous des cons. Ouais. Les clients n'ont rien compris. Ils ne comprennent pas la beauté de mon truc, quoi. Mais en fait, non. En fait, le marché a raison. Si les clients ne le veulent pas, c'est qu'il y a un truc qui ne sert à rien. Et ça, c'est un truc vraiment... c'est la deuxième grosse erreur que je vois, en tout cas, chez les entrepreneurs, qui est un peu dommage. Après, il y en a une autre, c'est souvent pour moi, c'est d'accélérer trop vite. C'est-à-dire qu'on a dans l'idée que, en fait, dès qu'on a un ou deux clients, ça y est, c'est... Tout baigne, tout le monde a... J'ai validé mon produit, le marché est d'accord avec moi, il n'y a plus qu'à mettre des milliards en marketing et je vais être le roi du pétrole. Là, je vous conseille un petit bouquin qui est très vieux, qui s'appelle Crossing the Chasm de Joe Fairmore, qui est un vieux bouquin et qui est toujours d'actualité et qui exprime un truc très simple, c'est qu'au début on a des early adopters, c'est à peu près 16% des gens, et qu'après il y a un chasm, c'est-à-dire un espèce de gouffre, qui te conduit entre ça et le mainstream, qui est en fait la majorité des clients. Et que passer ce truc-là, c'est très compliqué. Et en fait, les premiers clients, en règle générale dans une start-up, ne sont jamais la validation du marché. C'est juste des premiers clients, des early adopters, des gens qui t'aiment bien, mais ça ne veut pas dire que le marché est d'accord avec ces gens-là. Et donc, passer, à un moment donné, on s'essouffle,
et on met des ressources et on ne vend pas beaucoup plus. C'est parce que juste, on est toujours dans cette... non, c'est pas ça, on est dans ce segment de marché qui est assez petit finalement, et on n'est pas passé dans le mainstream. Et c'est un truc que les gens comprennent mal, et on accélère souvent trop vite. Ouais, au mauvais moment, il faudra accélérer après, en fait. Il faut accélérer lorsqu'on a créé un sales playbook dont on est certain. Oui, imparable, un truc... Alors que là, c'est pas ce que font les startups, c'est qu'elles voient que ça commence à fonctionner, et donc elles se disent, ce qui me manque, c'est l'excuse classique qu'on a, c'est « je suis pas assez visible, j'ai pas assez de com, si les gens savaient, etc. » Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord extrêmement bien comprendre comment ça marche. C'est très méthodique, il faut trouver les réseaux, les canaux de distribution qui vont être les bons, le message qui va être le bon, le business model qui va être le bon, il y a tout un travail qui n'est pas simple. Quand on l'a trouvé, il faut prouver que ça marche. Et quand on a prouvé que ça marche, là, on peut dépenser des sous. Ça s'appelle une série A. Mais pas avant. Ouais. Et ça, c'est une énorme erreur parce qu'en fait, accélérer trop vite a énormément de mauvais biais qui, pour la plupart, sont assez mortels, quoi. Voilà, je t'en ai cité 3, j'arrête parce qu'après... Ouais, c'est fait déjà un bon top 3 et je pense que ça peut déjà mettre en garde pas mal d'entre nous. Cette académie, donc, elle part de ton expérience en tant qu'entrepreneur, en tant que VC. Tu as vu aussi, du coup, ce qui ne plaisait pas, du coup, au fond, quand ils venaient se présenter, les startups, quand elles pitchaient, quand tu te disais justement, ouais, je me demande pourquoi vous faites ça, quoi. Donc, tu as vu, quelque part, les erreurs à ne pas faire. Et l'ambition, post-Covid, c'est donc d'aller essayer d'accompagner un maximum d'entrepreneurs, mais plutôt que de faire du one-to-one, essayer de trouver une méthode qui pourrait s'adapter à un plus grand nombre. Alors, les entrepreneurs, par nature, sont des gens intelligents. Donc, c'est pas parce que les gens sont idiots qu'ils n'arrivent pas à le faire. Ils sont intelligents, mais on ne leur a jamais appris. Moi, je considère que l'éducation telle qu'elle est donnée aujourd'hui, l'éducation entrepreneuriale, est nulle. On a des universités qui datent de l'après-guerre et qui n'ont pas beaucoup évolué. Et qui n'ont pas pris en compte beaucoup d'éléments modernes aujourd'hui de... c'est quoi une start-up ? Une start-up, c'est Steve Blank qui le disait très bien, c'est pas une grosse boîte en plus petit. C'est parce qu'on a une start-up qu'on a un VP of Sales et un département des ressources humaines. Ou un CFO. Les head of growth, les head of machin. Ça, c'est n'importe quoi. Une start-up, c'est un big bang, c'est un truc, ça pète dans tous les sens, il y a un truc qui marche, un truc qui marche pas. C'est un laboratoire. Avant de se structurer, il y a un certain chemin à passer. Donc, je pense que l'entrepreneur, on ne leur a pas appris tout ça, et qu'en fait, il découvre les réalités de ce monde-là en exécutant quelque chose. Et pour certains, ça marche, et pour d'autres, c'est trop tard, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus de sous, et c'est fini par s'arrêter. Et donc moi, mon pari, c'est de dire, comme ils sont intelligents, on peut peut-être essayer de leur faire prendre conscience de tous ces trucs-là avant, pour que l'énergie qu'ils dépensent, ils la dépensent au moins sur la bonne trajectoire. Voilà. Alors qu'est-ce que je fais ? Je ne fais pas des masterclass, parce que je ne crois pas trop à l'académie, dans le sens, je viens, je t'explique la vie, et puis tu n'as plus qu'à l'appliquer, ça ne marche pas. Je pense que la façon dont moi j'aime bien raisonner, c'est de dire, je pense qu'il y a des questions importantes que les gens ne se posent pas. Donc je pose ces questions, et ce que je fais, c'est de la pédagogie inversée. Comme c'est des gens intelligents, je ne leur donne pas la réponse. Je leur dis, voilà ce que j'attends de toi. C'est comme si tu allais à un cours de maths, et le prof te dit, ben voilà, j'ai telle équation, j'aimerais que tu la résolves. C'est tout. Et il sort du cours, il s'en va. Et il dit, bon, je ne vais pas quand même te laisser tout seul. Si tu peux m'appeler au téléphone, tu peux m'appeler. Si tu es coincé, je peux t'aider. Tu as des bouquins que tu peux lire. Tu as telle vidéo YouTube qui explique un peu comment ça fonctionne. Si tu veux la regarder, tu peux le faire. Et dans 2 jours, tu passes au tableau et tu démontres l'équation. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas dans une écoute passive où en fait on écoute quelqu'un, puis à la fin on dit je crois que j'ai compris, puis on n'a rien compris. On est dans un travail actif, on cherche une solution, et donc la solution elle vient de toi, tu la retiens, et cette équation tu ne l'oublieras jamais. Et c'est pareil avec moi, c'est-à-dire que moi je leur dis voilà la question que je te pose, je les fais travailler, moi j'ai une méthode là-dessus, je leur dis comment moi je raisonne par rapport à la question, c'est la moindre des choses, je les fais travailler ensemble, je leur donne des outils, des écrits des trucs qui ont été écrits, etc. Et en fait, c'est eux qui trouvent la solution. Et le truc génial, c'est que quand un entrepreneur trouve la solution, généralement, il l'applique. Ah oui. Et donc, du coup, c'est hyper transformatif parce que ces boîtes-là, au lieu d'écouter des grands machins et dire « Ah, j'ai compris », elles trouvent des trucs et elles changent leur boîte. Elles changent leurs produits, leurs équipes, leur business model. Elles changent tout. Et du coup, elles sont mieux après. Donc, il y a un vrai côté transformatif qui est intéressant parce que c'est hyper pratico-pratique ce que je fais. Je dis toujours aux entrepreneurs, vous croyez qu'on fait de la théorie, c'est des trucs du style
le business model Canvas, tous ces trucs qu'en fait, tous ces consultants ou pseudo-consultants, je sais, je vais me faire des super copains, mais je m'en fous, reprennent sur le net en disant « Ouais, je vais vous apprendre à monter un business model en faisant le business model Canvas ». C'est super, mais tous les gens qui l'ont fait, ils ont fait le machin, ils l'ont foutu dans un tiroir, ils ont fermé le tiroir, ils sont passés à autre chose. Ouais. Ils sont retournés au produit. Parce que c'était intellectuellement peut-être intéressant de le mener, mais ça n'a pas eu de conséquences particulières sur la start-up. C'est trop éloigné, c'est trop théorique. Moi, ce que j'exprime, c'est de dire, non, il y a des choses qui sont hyper pratico-pratiques. Par exemple, segmenter un marché, c'est pas le tam, sam, som, qui est faux, qui est inintéressant, dont tout le monde se fout. C'est un truc beaucoup plus important qui définit une stratégie de croissance. Et si tu le fais bien, du coup, tu te dis, mais non, mais c'est ça qu'il faut que je fasse avec mon produit, c'est là qu'il faut que je travaille, c'est lui qu'il faut que je cible, c'est ça qu'il faut que je dise, etc. Et donc, en fait, ça détermine comment tu vas changer ta boîte, qu'est-ce que tu vas faire. Et donc, c'est ce que je dis aux entrepreneurs, ce que je vous fais faire, c'est ce que vous devriez faire. Donc, mettez votre produit au placard pendant quelques semaines et bossez là-dessus, et après, ressortirez le produit du placard, vous verrez, vous allez peut-être changer pas mal de choses. Donc, en fait, c'est ça que j'essaie de faire, c'est de faire un truc qui soit hyper utile et qui soit transformatif. Cette formation, si on peut dire cette expérience, c'est 34 éléments, c'est une académie. Bon, la vérité, puisque je vous dis tout, YouTube, vous savez, je me confie à vous. Vous savez que moi, j'ai pas fait d'études, que j'ai juste mon bac et que les formations, pour moi, c'est juste un truc qui me fait vomir. La première et la seule formation que j'ai fait à l'âge adulte, c'est la tienne, Pierre. et cette formation, donc après quand même 18 ans d'entrepreneur, parce que moi j'ai commencé, j'avais 18 ans à entreprendre, j'en ai 36, donc j'ai toujours entrepris comme ça au nez, quoi, et à la grinta, la passion. Je découvre donc l'Académie de Pierre l'année dernière, on est donc en septembre 2021, et c'est Nash, un entrepreneur aussi avec qui j'avais échangé brièvement sur LinkedIn, qui m'avait dit tu devrais aller voir ce que propose Pierre Gobil. Et moi je lui avais dit mais attends, les formations c'est pas du tout mon truc, franchement encore une énième personne qui va me dire qu'elle sait tout et qu'il va falloir que je l'écoute. Et donc on a échangé une première fois. Je sais, quand j'ai raccroché la première fois, je me dis putain, ça va pas être simple avec lui, hein. Ça va pas être simple parce que tu as aussi la réputation d'être quelqu'un qui n'a pas ta langue dans ta poche. Tu es sec, franc, par contre tu es bienveillant. Et ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que tu dis les choses, des fois elles font pas plaisir à entendre, mais comme tu les dis pas dans le but de faire faire perdre confiance, mais simplement pour faire avancer le schmilblick, du coup, je me suis fait violence, moi, en allant dans cette formation, parce que je me suis dit, ça part mal déjà, c'est une formation. J'aime pas ça. En plus, il va falloir que j'écoute un gars qui me donne l'impression de pas avoir d'empathie au moment où je lui parle la première fois. Et pourtant, je sais pas, il s'est passé quelque chose. Et voilà, je dis pas ça parce qu'il est là aujourd'hui, il le sait, je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Cette formation a véritablement changé quelque chose dans ma tête. En tant qu'entrepreneur, il y a un avant-après. Je m'étais jamais... moi qui avais justement pas suivi quoi que ce soit comme schéma, et alors non seulement j'en avais pas suivi, mais j'avais pas non plus été inspiré par tous ces schémas dont tu as parlé précédemment. J'étais vraiment qu'une question d'intuition. Et je disais, si je devais résumer, toi tu m'as aidé à organiser mes intuitions, mettre les intuitions aux bons endroits, parce que je savais des choses, je sentais des choses, mais j'étais incapable de les mettre dans les bonnes cases. N'ayant pas fait d'école non plus, j'étais infoutu de savoir tous ces termes marketing que tu évoques, tous ces termes business et finance aussi. Et cette formation a eu le mérite de me dire, mais en fait, ce que tu ressens, ça a des noms, ça s'appelle comme ça, et si demain tu rencontres un investisseur, tu pourras d'ailleurs parler comme ça. Ça m'a permis d'organiser en fait et de comprendre à quel point la stratégie en fait elle est juste capitale, et souvent quand t'es entrepreneur, même si t'es un cofondateur, t'es seul dans ta tête, tu rumines plein de choses. Et en fait, tu donnes quelque part un endroit pour remplir les bonnes cases avec les bons sentiments. Donc, ceux que ça intéresse, ceux qui sont déjà... alors, start-up, parce que c'est pas des gens qui ont un projet de création de start-up. Ceux qui ont déjà, en fait, une création, qui ont déjà démarré un projet, qui ont déjà une équipe, au moins un cofondateur, qui ont un produit en tête. Je vous invite à... Voilà. Comment ? C'est mieux d'avoir un produit. C'est mieux même d'avoir un produit, même si vous avez déjà des clients, c'est encore mieux, parce que je trouve que l'exercice est d'autant plus intéressant. Je vous invite à jeter un coup d'œil, je vous mettrai évidemment le lien dans la description. Ça m'intéresse de savoir si vous avez déjà connu quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ce que propose Pierre dans 34 éléments. Moi, en tout cas, je l'ai recommandé...
à plusieurs reprises déjà à d'autres entrepreneurs. Et ça m'intéresse que vous alliez voir et que vous me dites, voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette approche-là ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la stratégie semble est beaucoup plus importante que le produit, en fait. C'est qu'on pourrait presque vendre... moi, je dis souvent, on pourrait vendre une paire de lunettes à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Mais le produit, c'est qu'une question d'argent. C'est-à-dire qu'avec de l'argent, je fais n'importe quel produit. Par contre, avec de l'argent, je ne fais pas n'importe quelle start-up. Ah. Puisqu'une start-up, c'est des gens avec une vision, avec une capacité à exécuter, c'est ça. Et un produit, c'est juste, je te donne de l'argent, vas-y, fais-le, quoi. Donc n'importe quel Google ou Apple qui sont blindés de chez blindés, ils peuvent faire n'importe quel produit, n'importe quelle start-up. C'est pas la question. La question n'est pas le produit, la question c'est quoi une start-up ? Une start-up, c'est un purpose, c'est une culture, c'est une équipe. Oh putain, le purpose, ça me rappelle des souvenirs, ça. Je pense que c'est vraiment un retour d'expérience, mais je vous jure, à le faire, vous commencez à comprendre un peu comment je fonctionne. Les choses, c'est où je les fais ou je les fais pas. Mais enfin, si je les fais à fond et il n'y a aucun intérêt. Sa formation, 8 semaines, alors je crois que ça a un peu évolué maintenant. Maintenant, c'est 6 semaines, voilà. J'ai raccourci un peu, j'ai fait des trucs un petit peu différents. À l'époque, c'est 8 semaines et le planning était intense parce qu'il fallait quand même continuer à bosser. Hein. Tu continues à développer, mais tu as tous les matins le petit rappel avec du taf. Et je me rappelle de m'être vraiment pris la tête sur certains trucs, mais je me rappelle, mais j'étais au bout de ma vie. Le soir, j'étais sur mon canapé en train de regarder la télé, je pensais à son truc du lendemain et je me disais non, ça va pas le faire. Et je me suis vraiment fait violence dans cette formation, à tel point que... Alors évidemment, je redoutais chaque échéance, j'avais peur de me prendre un carton. CQF de sa manière de parler. Mais ensuite, au-delà de ça, ce qui a été incroyable, c'est qu'à la fin, quand ça s'est arrêté, je me suis sentie un peu perdue. J'ai eu un temps d'adaptation, c'est-à-dire que c'était devenu un rythme où tous les jours, enfin toutes les semaines, je travaillais sur un sujet très important au niveau stratégique. Il y a toute une méthodologie qui propose et dans laquelle je me suis vraiment retrouvée. Résultat des courses, au bout de 8 semaines, c'est fini. Et ça s'arrête. Et là, ça fait tout drôle. Donc, je sais pas si tu te souviens un peu à quel point j'ai essayé de faire bien et comment je me suis bien pris la tête. Oui, bien sûr, mais c'est normal. C'est des questions qu'on ne s'est peut-être pas posées, qu'un entrepreneur ne s'est pas posées. L'entrepreneur, il a des œillères souvent sur plein de choses et en fait, parce qu'on ne lui a jamais montré finalement. Et c'est compliqué de monter une boîte. C'est comme si, pour moi, l'analogie que je prends toujours, c'est celle-là. C'est comme si je te demandais de construire une maison, d'accord ? Et tu as 2 problèmes. 1, tu n'es pas maçon, ni plombier, ni électricien, ni rien. Et 2, tu n'as jamais vu de maison. Et ça, c'est compliqué parce que tu te dis, je veux bien apprendre à poser des briques, je veux bien apprendre à faire de l'électricité, etc. Mais comment c'est une maison ? Alors, qu'est-ce que font les entrepreneurs ? Ils disent une maison, il y a des murs. Ok, je monte un mur. Et puis tout d'un coup, il y a un coup de vent, bum, le mur tombe. Ah, merde, j'ai oublié, on t'a pas dit qu'il fallait faire les fondations ? Ah attends, il faut faire les fondations. Alors hop, tu creuses, tu refais le mur. Puis une fois que tu as fait le mur, tu dis, mais il n'y a pas de porte, comment je rentre dans la maison là ? Ah bon, on m'a pas dit qu'il fallait faire une porte. Ah tu fais une porte. Alors, tu casses le mur, tu fais une porte, etc., jusqu'au toit. Et donc, en fait, c'est compliqué de monter une start-up tant qu'on n'a pas compris à quoi ça ressemble à la fin, quoi. Tu vois un peu. Ouais. C'est quoi une start-up ? On se pose jamais la question. Et c'est pas un produit, évidemment. Et donc, c'est marrant de se dire que avant de le faire, c'est bien de voir ce que c'est une maison. Parce que pour autant que tu veuilles monter une maison, si tu as déjà vu une maison, il y a plein d'erreurs que tu ne feras pas déjà. Évidemment. C'est ça que je fais, donc. Et pour autant, bien que j'ai eu plusieurs expériences entrepreneuriales avant, ce n'étaient pas des expériences de start-up. Et j'y vois là quand même une grande différence. Parce que j'étais entrepreneur dans des domaines beaucoup plus classiques. Ouais. Et c'est vraiment pas du tout la même chose. On cherche pas... Alors, il y a des similitudes, bien entendu. Mais moi, j'ai appris à chaque nouvelle entreprise, évidemment, j'ai fait des nouvelles conneries, j'ai parfait les anciennes et ainsi de suite. Mais là, c'est quand même quelque chose de vraiment différent, je trouve. Une start-up, ça rime avec scale, avec ambition. Ouais. S'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de start-up. Une pizzeria n'est pas une start-up. Voilà. C'est un restaurant qui fait des pizzas. Il peut faire un super chiffre d'affaires et marcher très bien, ce n'est pas une start-up. C'est pas une start-up. Une start-up, c'est quelque chose qui a vocation à faire du scale et à grandir et à être ambitieux. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de start-up. Et d'ailleurs, puisque tu sais, sur YouTube, je raconte, en fait, on fait du building public, en fait, je partage donc Charlie avec tout le monde et les étapes. Et d'ailleurs, Charlie, en fait, en quelque sorte, est la résultante de cette formation. Parce qu'au final, on était, pour vous resituer, au moment où la formation a lieu, on est toujours donc, dans l'entreprise Getting Shoot, bien entendu. On a une technologie qui commence à être cool parce qu'on peut faire énormément de choses. On a reçu des dizaines et des dizaines de milliers de témoignages du monde entier. On voit que ça tient bien. Mais je me rends compte, lors de cette formation, à quel point il est difficile de vendre cette technologie, puisque...
il faut que les gens la comprennent. Et je me rends compte à quel point ça allait être un parcours du combattant, parce qu'il allait falloir systématiquement que je réexplique à tout le monde pourquoi c'est important. Et alors qu'en prenant, en fait, suite à ta méthode, en prenant un peu de recul sur cette entreprise, on s'est rendu compte qu'on pouvait marketer en quelque sorte cette technologie sous un autre packaging, quelque chose qui va de suite parler aux gens, beaucoup plus précis, et finalement c'est comme ça qu'est sorti Charlie, parce que tu m'avais dit, je me souviens, putain, mais qu'est-ce que c'est chiant de relancer les gens à chaque fois pour les témoignages, il faut leur redemander, il faut les convaincre, ça prend du temps, il y a toutes ces étapes là qui sont fastidieuses, après il faut faire le montage, il y avait tout ça qui revenait tout le temps. Et cette problématique aussi qui revenait souvent, qui était la question de la réputation. Aujourd'hui, il y a un véritable enjeu, c'est que pour toutes les boîtes qui sont sur Internet, en principe, alors évidemment les autres aussi, mais celles qui sont sur Internet, elles ont besoin de convaincre des nouveaux prospects. Pour ça, il faut qu'elles aient une réputation solide. Et qui mieux qu'un de tes clients pour dire ce qu'ils pensent de toi, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, on tient en fait quelque chose qui est juste important, c'est la recommandation, qui est quelque chose de très important. On associe à ça le pouvoir du média numéro 1, qui est la vidéo aujourd'hui. Il ne se passe pas une journée sans que les gens consomment de la vidéo, c'est omniprésent. Et finalement, dans ma tête, je me dis, entre la personne que tu rencontres dans la rue et qui va te recommander quelqu'un, après ça, pour moi, le deuxième plus fort, c'est quelqu'un qui te le recommande en vidéo. Elle n'est pas physiquement présente à côté de toi, mais elle t'adresse cette recommandation-là. Et là-dessus, on se dit, on va creuser, parce que aujourd'hui, pour faire ça, c'est la merde. C'est compliqué d'aller... tu peux pas déplacer une boîte de prod, tu vas pas perdre des heures et des heures à le faire toi-même. Donc c'est là où la technologie doit venir aider en fait ces entrepreneurs, en leur fournissant des outils qui vont leur permettre d'améliorer leur réputation. Mais c'est ça la finalité. Le témoignage, on s'en fout, le principe même. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui permet de faire ce témoignage. Il permet de gagner en confiance, gagner en crédibilité. Et c'est vraiment la résultante de cette formation qui m'a amené à penser comme ça. Donc déjà, merci, en vrai, cette fois-ci aussi. Non, voilà, non, mais merci d'avoir posé les bonnes questions. Tu sais, il y en avait un dans ma promo qui disait, c'est un peu le psychologue des entreprises, c'est-à-dire qu'en fait, il ne donne pas les réponses, mais il te pose juste les bonnes questions pour que toi-même tu te Je suis pas assez d'être dur, un psychologue, vous avez remarqué. Hein. Oui, non, certes, mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a ce côté, je te mets les bonnes questions, je te donne pas les réponses, démerde-toi, mais par contre, je t'aiguille dans cette réflexion. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimerais, parce que bon, on est déjà sur un format de vidéo qui va être un petit peu costaud, j'ai un point technique que je voudrais voir avec toi. Il y a un point en particulier, je me souviens aussi d'être pas mal arraché la tête. Tu dis qu'en fait, une entreprise qui ne trouve pas son product market fit, une boîte aussi qui est morte. Est-ce que tu peux donner un résumé, une définition pour toi, c'est quoi le product market fit ? Oui, il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise définition du product market fit. C'est Marc Andreessen qui l'a donné et qui a été repris dans Lean Startup par Eric Ries. Mais en fait, il y a plusieurs étapes. D'abord, on développe un produit, et la première étape, c'est de trouver le product fit. Le product fit, c'est quand, en fait, quelques clients utilisent le produit et trouvent ça bien. C'est un product fit. Ça veut dire qu'on a une vision du produit, et il y a des gens qui prennent le produit, qui l'utilisent et qui sont contents. Est-ce qu'on est sur les 16% du départ ? Probablement. Ok. Alors, le product market fit, c'est pas ça du tout. C'est l'étape suivante. Ok, la fameuse vallée, là. C'est lorsque, en fait, il y a tellement de gens qui demandent le produit, donc là, on n'est plus dans l'acceptation, c'est qu'il y a un raz-de-marée de gens qui viennent vers la start-up en disant « je veux ce produit », qu'en fait, la start-up est dans une contrainte forte en termes de ressources, donc on est incapable de développer ce qu'il faut. Le customer service n'arrive pas à suivre, les vendeurs sont débordés, et c'est à ce moment-là qu'on lève une série A. Une série A, elle sert à deux choses. Elle sert à absorber le manque de ressources liées au product market fit, et elle sert à construire un engin de scale pour aller faire une série B. Et donc le product market fit, c'est quand tout explose parce que la demande explose. Okay. C'est pas quand il y a quelques gugus qui disent « Ah, il est super, son produit, j'adore ». Ok, parce que alors je pense qu'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. La dernière fois, je ne citerai évidemment pas de nom, mais un freelance avec qui j'échange, qui me fait un retour en me disant probablement que si la pub marche pas, c'est parce qu'en fait on n'a pas trouvé notre product market fit, et ça me fait vachement rire parce qu'à notre stade à nous,
il n'est pas encore question de l'avoir complètement trouvé, tu vois. Ah bah, c'est sûr, mais tu l'as pas. Sinon, j'aurais pas le temps de faire cette vidéo avec toi, par exemple. Voilà, tu vois. absolument, tu ne pourrais pas. Je pourrais pas faire ça. Pas. Donc ça me rassure aussi d'entendre ce que tu dis, c'est parce qu'en fait, il y a aussi toute cette logorée verbale de start-up aussi qui peuvent faire flipper parfois parce que des termes que les gens ne comprennent pas et du coup parce qu'il y en a plein qui les répètent, tout le monde flippe. Donc pas de panique non plus. Cette étape-là, elle est importante. Évidemment, on la souhaite à toutes les start-up de trouver leur product market fit, mais c'est encore plus loin. C'est pas, par exemple, nous, aujourd'hui, à notre stade, on en est dans le stade où on fait de l'acquisition. On a un produit qui tient la route, techniquement. On essaie de trouver les bons messages pour les bonnes cibles aux bons endroits. Ça, c'est notre problématique aujourd'hui. C'est d'arriver à adresser le bon message à la bonne cible, faire venir des gens, de plus en plus, qui utilisent le produit, qu'on débug avec eux ce qui ne va pas, évidemment. Et avec un objectif où là, on a commencé donc au mois d'avril. Je ne peux pas vous dire les chiffres parce que je vous les dis tous les mois, mais je vais le dire à Pierre. Tant que ça. Voilà. Donc du coup, ça grimpe de vidéo en vidéo. Et l'objectif, voilà, on s'est fixé cet objectif de 1000 utilisateurs avant le 31 décembre, ce qui est complètement barré. Je ne sais même pas si on y arrivera, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on ne fixe pas d'objectif, on ne pourra jamais savoir si on les atteint ou pas. Donc en tout cas, on fait tout pour. Et c'est avec cette base-là qu'on a décidé de tirer une première acte de conclusion sur les 6 premiers mois de vie de Charlie. Savoir si notre business model il est bon, si les gens reviennent, s'ils le réutilisent, s'ils en parlent. Donc on commence à voir des gens qui recommandent Charlie, des gens qui font des posts sur Charlie, des gens qui sponsorisent, qui partenaires, qui font du parrainage. Donc on commence à avoir des signes un peu de référol, tu vois. Mais on est en haut du funnel d'acquisition, on est tout en haut, on est sur la partie séduire pour leur donner envie déjà de venir voir. Ouais, tu as un petit product fit, c'est-à-dire qu'il y a quelques gens qui trouvent ça sympa, qui l'utilisent, et qui, même il y a un peu de rétention, il y a un peu de monétisation, tout va bien. On est à cette étape-là. Mais t'es pas du tout dans un product market fit. Donc no panique, voilà, pour tous ceux qui me mettent la pression, no panique, c'est pas le moment, chaque chose en son temps. Ah oui, on accélère au product market fit, pas au product fit. Merci bien, merci Pierre, ça fait du bien. Et oui, parce qu'on en parle aussi, mais en tant qu'entrepreneur, on est entouré de gens tout le temps qui nous disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça comme ça. Et des fois, c'est un peu chiant aussi. C'est lié aux étapes de financement d'ailleurs. Hein. On lève un pré-seed, donc jusqu'à 1 million, pour faire un product fit, trouver quelques clients qui adorent ce que vous faites, ça s'appelle un product fit. On lève un seed pour transformer un product fit en product market fit. C'est là où tout le monde vient vers vous, etc. Et on lève une série A, c'est pour ça que la série A est le plus dur. On lève une série A pour transformer un product market fit en scale. C'est ça qui rend la série A la plus difficile. Il faut savoir que seuls 15% des entreprises qui ont levé un seed lèvent une série A. Ouais, donc le product market fit est un truc compliqué, difficile. Oui. On peut le perdre. S'il y a par exemple un événement comme le Covid, peut transformer une entreprise qui avait un product market fit en quelqu'un qui n'a plus rien. Ah oui, si elle n'est pas capable de trouver rapidement un plan B, ça donc peut être... c'est pas une fois qu'on l'a pour toujours, hein, il faut le tenir après. Les chiffres, tu t'exprimes en peu importe, en dollars ou en euros, mais sur un modèle français ou un modèle américain ? Moi, je ne connais pas le modèle français, mais le modèle américain, c'est un pré-seed, c'est jusqu'à 1 million, un seed, c'est de 2 à 6, et une série A, c'est de 7 à 25. Bon, comme nous, on est en France pour l'instant, vous divisez bien. Hein, non, pas forcément. Je pense qu'il y a des choses similaires en France aujourd'hui qui se passent. On n'est pas trop à côté de la plaque là-dessus. Ouais, sur le pré-seed, t'es quand même un peu... Le pré-seed, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs dans le pré-seed, à part quelques BA, ce qui n'est pas le cas aux US. Il y a beaucoup plus de pré-seed fund, il y a beaucoup plus de BA, parce qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui ont réussi, et donc il y a beaucoup plus d'argent. Donc c'est la difficulté, le pré-seed en France. Après, pour le seed et la série A, il y a quand même pas mal de VC en France qui font leur métier. Donc il se passe des choses quand même. Les montants ne sont pas forcément ridicules. Donc non, je pense qu'on ne peut pas non plus... Il y a une époque, ça l'était, maintenant c'est un peu moins vrai. Bon, de toute façon, je ferai un épisode de toute façon vraiment dédié à la partie levée de fonds parce que bon voilà, je vous l'ai dit rapidement entre 2 lignes comme ça, j'ai laissé passer l'information qu'on avait levé des fonds cet été. Je vous raconterai dans un épisode précisément comment ça s'est passé, le temps que j'ai mis moi pour y arriver parce qu'il y a ce qu'on dit et la réalité du terrain aussi. Comment aussi sa formation et son académie m'a aidé à structurer mon pitch parce que mine de rien il y a quand même des codes et ces codes là il faut les apprendre parce que tu es face à des gens dont leur métier c'est d'analyser ta startup et ils ont l'habitude et ils attendent certaines choses et si tu n'es pas capable de leur donner ce qu'ils attendent, du moins les informations qu'ils attendent. Alors moi sur les pitchs je suis assez violent parce que
Il y a un tas de trucs qu'on va apprendre aux entrepreneurs à pitcher, tout ça. Honnêtement, ça me saoule. Mais... C'est mettre du rouge à lèvres à des cochons. Mais ton pitch deck, là, que tu m'avais passé, le perfect pitch deck. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que le problème, c'est pas de faire un pitch. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dedans. Oui, ben oui. Un investisseur, c'est pas quelqu'un qui va t'épater par un produit ou par un pitch. C'est quelqu'un qui se pose des questions fondamentales et qui veut des réponses. Donc la question, c'est est-ce que l'entrepreneur a les réponses à ces questions? À partir du moment où tu as les réponses à ces questions, tu peux te poser la question d'en faire un pitch. Mais pas dans le cas inverse. C'est pas parce que tu fais un pitch que tu vas combler des trous qui sont béants. Ah bah oui. Et donc aujourd'hui, si tu veux, on a des gens qui apprennent à pitcher alors qu'il n'y a pas de substance. Moi, je préfère d'abord qu'on réfléchisse à la substance et qu'après, on réfléchisse à la mettre en forme. Et on fait l'inverse. Ce qui est un vrai problème parce qu'on trouve des pitchs qui sont hyper creux, qui se démontent en 2 secondes parce qu'il n'y a pas de substance. Et un investisseur, il est tout sauf idiot. S'il n'y a pas de substance, il dira « c'était super, bonne journée ». Et puis pour tous ceux qui ont la maladie de gratter du papier, moi, la première personne qui m'a conseillé pour faire mon pitch à l'arrivée, mon pitch deck, donc le fameux document qu'on envoie, il faisait 40 et quelques pages. À vomir, j'y ai passé des heures et des heures à en faire. Au final, celui avec lequel j'ai levé des fonds, il faisait 9 pages. C'est bien. Le tien. Et il y avait quasiment rien dans les slides. Enfin, il y avait 3 phrases et demie et 2 schémas. Enfin, il y avait juste ce qu'il fallait, il me semble, pour appuyer le propos que je suis en train de dire. Un pitch, c'est un teaser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en quelques minutes, exprimer de manière claire ce que fait l'entreprise. C'est impossible. Donc imaginez ça comme un teaser où l'investisseur se dit « Waouh, c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte, j'ai plein de questions ». Voilà, et c'est ça on arrête le pitch et puis on passe 2 heures à se poser des questions. Et ça, c'est cool. C'est ça, un investisseur. C'est pas quelqu'un qui va dire « Oh, le pitch est tellement bien que je vais investir ». Ça oui, n'existe c'est pas. n'importe quoi. Ça n'existe pas. C'est juste donner envie, en fait. C'est un teaser. Ouais, c'est ton profil Tinder, quoi. C'est ton profil Tinder. Tu connais pas le film, tu connais pas l'histoire, mais le teaser te dit « Tiens, le Batman, il a l'air cool ». Ben voilà. C'est ça, c'est exactement la même chose. Et donc, tous les gens qui vont faire des pitchs en disant « T'as pas assez répondu à ça, on n'a pas compris ça, on n'a pas compris ça », ils ont rien compris à ce qu'est un pitch. Il faut juste donner envie, en fait. Le but, c'est de donner envie aux gens d'aller plus loin, de poser des questions. Et de montrer aux gens que tu t'es posé des questions et tu commences à avoir des vraies réponses. Ouais. Non, ça, ça a été un élément capital. Mais voilà, comme je vous ai dit, je vous ferai un épisode vraiment spécial sur la levée de fonds, sur comment moi je l'ai vécu aussi pour d'autres raisons, en tant que nana, dans le sud, n'ayant pas fait HEC et habitant pas Paris. Il y a aussi d'autres petits rebondissements qui viennent se greffer. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, on est tranquille. Il nous a un peu rassuré sur le fait que c'est pas le moment du PMF, là, du Product Market Fit pour Charlie. On peut un petit peu là-dessus se détendre. Moi, il me reste 2-3 petites questions. J'aimerais que tu me dises, donc tu as été un des premiers à utiliser Charlie. Tu es allé chercher des témoignages vidéo. Pourquoi ils sont pas sur ton site ? Parce que j'ai un problème de fond, il faut que je réfléchisse à comment on va le faire, mais mon problème de fond, c'est que je trouve que moi, je suis dans un métier qui est très pollué. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui disent faire la même chose que moi, et moi, je dis faire la même chose qu'eux. Et quand tu es de l'extérieur, tu te dis, bon, ben, c'est quoi la différence ? Et donc, je ne peux pas publier une interview où les gens disent c'était vraiment cool ce que j'ai fait avec Pierre, parce que tout le monde peut le dire de Paul, de Jacques et de machin. Et donc, il faut que je trouve un angle qui fasse comprendre à quel point ce que je fais est différent de ce que font les autres. Et tant que je n'ai pas trouvé cet angle-là, je ne publie pas. Et est-ce que ça ne vient pas des questions que tu poses ? Probablement. Je ne pense pas que ça vienne de Charlie. Hein. Je pense que ça vient de... Je n'ai pas encore trouvé l'angle qui me permet, en fait... C'est très compliqué, d'ailleurs, hein, quand on est sur un marché qui est très pollué, très saturé comme le mien, de faire comprendre, par exemple, si je dis je vais vous apprendre à segmenter le marché, il y en a plein qui vont dire la même chose. Par contre, je suis certain d'une chose, c'est que la façon dont je le fais n'a rien à voir avec les autres. Comment je peux l'exprimer, ça ? Tu vois, c'est très compliqué à dire, à faire. Alors donc, après, peut-être que tous tes étudiants, académiciens peuvent agir évidemment en faisant des posts LinkedIn, des vidéos YouTube, comme celle-ci par exemple. Mais on est d'accord que tu aimes aussi des choses et tu le prônes souvent. Tu aimes bien les gens qui font pas forcément du blabla, les gens qui vont directement. Et en 30 secondes pour répondre à une question, est-ce que finalement la question... les laisser parler eux avec leurs mots et dire ce que eux pensent de toi et pas juste, c'est très bien, on s'en fout de ça en fait. Pourquoi tu leur demanderais pas par exemple qu'est-ce qu'ils ont appris, un truc qu'ils ont appris, un truc qu'ils retiennent ? Ouais, je sais pas, écoute, j'ai pas trouvé le format.
via la vidéo, c'est Rien à voir avec Charlie, qui me permet en fait d'avoir quelque chose qui soit convaincant. Le truc que je fais en ce moment, c'est j'ai enregistré un podcast de 34 épisodes. Donc ça, je pense que je vais pouvoir formuler des choses et les gens pourront se faire une opinion en disant ce type est un bouffon ou ce type est intéressant. On pourra les retrouver où d'ailleurs tes podcasts? Dès qu'ils sortent, là pour l'instant ils ne sont pas sortis. Donc, sur ton site, ça sera je le mettrai sur LinkedIn et sur le site évidemment. Donc Pierre Gobil, tout ça, je vous mets les liens dans la description. Mais tout ça pour dire que c'est un format qui me paraît utile parce que là du coup j'ai le temps d'exprimer une idée. Je pense qu'en fait le problème que j'ai c'est ça. On y est, on rentre dans le dur là, ça y est. On vit dans un monde qui est très complexe et la majorité des gens refusent la complexité. On voit ça en politique, on voit ça dans tout. Et il y a des gens, Étienne Klein, je crois que c'est lui, c'est Klein, ou je ne sais pas comment on dit, qui avait exprimé ça et qui l'avait très bien fait, qui disait en fait, c'est important d'accepter la complexité. Ça veut dire qu'on peut avoir un expert qui dit « je ne sais pas ». Vachement important. Et je pense que moi, le sujet que je traite est un sujet complexe. Et je ne veux pas arriver avec des idées préconçues en disant « tu fais le truc de Pierre, boum, tu ressors, tu as une nouvelle start-up, tu as tout compris, c'est génial. Oui. » Ça, j'y crois pas. Tu vois, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est compliqué, que je suis une amorce à la réflexion, c'est rien d'autre, et que c'est une réflexion qui va durer des années, mais que je suis la petite allumette qui allume le truc. Et donc, je veux une certaine forme d'humilité, parce que je veux pas être perçu comme quelqu'un qui a une solution. Oui, tu veux pas des fanboys, quoi. Parce que ça n'existe pas, la solution. Être entrepreneur, c'est difficile, c'est un métier dur, c'est un métier complexe, il n'y a pas de solution magique. Je suis pas magicien. Je suis juste quelqu'un qui va allumer quelques allumettes au bon endroit en disant « Regarde, cette allumette-là, il faut la suivre. » Ou cette mèche-là, il faut la suivre. C'est tout ce que je dis. Et donc, si tu veux une vidéo qui serait trop déterminante en disant « parce que, alors », ça me va pas. Oui, non, ça y est, je pige. Tu comprends ? Je pense que je pige totalement et merci d'avoir donné ces détails-là. Je pense que vraiment, c'est une question... c'est vraiment les questions qui peuvent orienter, en fait, le fait qu'on ne se retrouve pas à faire ce genre de phrases. Parce que sinon, ça me décrédibilise complètement. Parce que si les gens se disent « je vais chez Pierre et j'ai sauvé ma start-up », il n'y a pas de recette au succès, ça n'existe pas. Et ça ne dépend pas de moi, en plus. Bah alors, du coup, peut-être que les questions, c'est aussi qu'est-ce qui est le plus dur, en fait? Là où t'as... Je sais pas, je réfléchis aux questions. C'est que tu bloques, enfin, toutes ces questions, en fait... Tu vois, puis l'autre question qui est importante, c'est à quel moment les gens viennent et quelles excuses on a. Tu vois, par exemple, la plus grande excuse que j'ai, c'est « j'ai pas le temps ». Ouais. Or, moi, ce que je fais, c'est que je fais gagner énormément de temps. De ouf. Et c'est fou, tu vois, j'ai une espèce de... Et puis après, il y a des gens qui disent « je fais un autre programme, c'est le même ». Et je les connais. Et je sais... Non, mais il y en a qui sont très bien, c'est pas le sujet. Mais je sais que c'est fondamentalement pas la même chose. Et c'est très difficile, quand on te dit faire la même chose, de comprendre que c'est pas la même chose. Ouais. Et ça, c'est très compliqué à exprimer. C'est pour ça que moi... Le seul marketing que je peux faire, c'est un marketing de réputation. C'est les gens comme toi qui ont fait le projet, qui disent « c'était bien ». Déjà, rien que de dire ça, ça suffit. Ça m'a permis de changer, de faire évoluer ma boîte, ça suffit. Moi qui diffuse du contenu, je le fais parce que j'écris dans des journaux américains, donc les gens peuvent le lire. Maintenant, je fais un podcast, les gens peuvent l'écouter. J'interviens dans certains podcasts, comme le très grand podcast de mon pote Carlos Silicon Carnet. Et donc, ça permet de créer une forme de crédibilité où les gens disent « Ok, il a une forme de crédibilité. » À partir de là, tu peux te dire « Ok, je vais peut-être l'écouter, je vais peut-être venir le voir. » Mais c'est ça, c'est compliqué, ça prend du temps. Et si tu veux, je ne veux pas faire un marketing de situation rapide où les gens disent « Waouh, il y a une pilule magique. » J'y crois pas. Oui, mais c'est tellement dépendant de l'implication aussi qu'aura la personne dans cette formation et de... Si ça allume l'étincelle en question, tu vois, tout le monde est différent aussi. Et peut-être qu'il y a des gens pour qui ta méthode, ça va pas marcher parce qu'en fait ils n'auront pas les neurones en phase avec ce que tu cherches à allumer. Et il y a ceux chez qui ça va faire écho. Et je comprends aussi l'idée de pas vouloir rester humble et de pas faire croire aux gens. J'ai par exemple une start-up qui a décidé à l'issue de l'académie d'arrêter. Pour moi, c'est pas un échec. Ah non, tu lui as fait gagner du temps. Je lui ai fait gagner énormément de temps. C'est une vraie décision courageuse qu'ils ont prise. Et je pense que c'était probablement la bonne décision. En tout cas, c'est eux qui l'ont prise en connaissance de cause. Donc, tu vois, il n'y a pas de recette de succès. Ils ont décidé d'arrêter. Et je trouve que c'était assez sain d'en arriver à cette conclusion-là. Donc, c'est ça, réfléchir. Hein. C'est pas forcément de dire « je vais trouver le truc de growth qui fait que tu vas cartonner » ou le produit qui fait... Ça, c'est chez Disneyland, mais on n'est pas chez Disneyland. Donc... ou chez Disney, plus exactement. Donc tout ça pour dire que je ne peux pas faire des témoignages qui soient... trop blanc et noir ou trop simpliste, et j'ai pas trouvé la formule. Bon, alors du coup, si vous avez des idées, des questions qu'il pourrait poser et qui vous donneraient envie d'en savoir plus,
N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Pour essayer de finaliser là-dessus, bien entendu, vous aurez tous les liens si vous voulez aller vous renseigner un petit peu sur ce qu'est l'Académie. Je crois même que tu as, toi aussi, fait un petit shift sur ton business model, puisqu'il y a la possibilité maintenant de venir, c'est ça, assister à une première... Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu que exprimer ce que c'est, même par les autres, ça marche, mais il y a des limites. Et donc le mieux, en fait, c'est d'expérimenter le truc. Je pense que j'ai un produit qui est quasiment comme un produit culturel. C'est Gainsbourg qui disait... la musique, c'est un produit culturel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu vois un CD, à l'époque, c'est des CD ou des vinyles, maintenant on fait plus ça, ou même quand tu vois une pancarte ou comment on dit ça, une vignette sur Spotify, c'est pas parce que tu vois la vignette et qu'elle te plaît que tu vas dire je vais acheter le morceau de musique ou je vais l'écouter. Et pareil quand tu avais un CD-ROM. Et donc en fait, ce que tu fais, c'est que tu vas écouter la musique, donc c'est expérimental. C'est parce que tu l'as expérimenté et que tu l'aimes que tu te dis « j'ai trouvé Daft Punk génial, je vais acheter le CD ». Okay ? Et donc, c'est un produit culturel. Je pense que ce que je vends, c'est un produit culturel. C'est-à-dire que pour le comprendre, il faut l'expérimenter. Et donc, qu'est-ce que j'ai inventé ? Un truc hyper compliqué à faire, un freemium. Là, on a 10 questions dans l'académie, la première, elle est gratuite. Et tu rentres dans l'académie comme si c'était une vraie académie. Donc, je te onboard en vrai, dans le logiciel, dans le machin. On fait le premier thème en totalité. Et à la fin du premier thème, c'est un go ou un no-go. Tu me dis, je continue, et là tu payes, ou je continue pas, eh bien, bonne journée. Ça, c'est pas mal. Et du coup, en fait, les gens prennent conscience de, est-ce que ce qu'ils racontent, ça a du sens pour moi ou pas ? Ouais, ils peuvent commencer à percevoir la valeur, en fait, puisqu'il y a de la valeur dès le départ. Et du coup, ça, ce nouveau business model est en place depuis combien de temps ? Ça fait un mois. Et donc, tu as déjà eu une première académie là-dessus sur ce Oui, j'ai fait 3 freemiums déjà. Ça m'a permis de lancer une académie et d'autres qui vont arriver parce que après, il y a des questions de temps et d'horaire, etc. Mais oui, ça marche bien. Donc, le taux de conversion pour l'instant, tu ne connais pas encore ? Si, il est à peu près, il est assez énorme. Ok, donc là, on commencerait peut-être à trouver aussi un product fit par ici ou pas ? Peut-être, après, il faudrait que je scale le truc, c'est plus compliqué, mais chaque chose en son temps pour l'instant. Ouais, tu vois, step by step. Hein. En tout cas, écoute, moi, je voulais te remercier d'être venu aujourd'hui et de parler de ton parcours, de parler de cette formation. J'espère que les entrepreneurs qui me suivent et puis tous ceux qui n'ont pas encore entrepris, ça vous donne aussi matière à réfléchir et que ces questions de stratégie, voilà, vous les mettrez peut-être un peu plus au centre de votre réflexion au détriment du produit. En tout cas, c'est la leçon aujourd'hui un petit peu. Non, il ne faut pas faire de détriment de produit, il faut savoir exécuter un produit. Non, mais bien sûr qu'il faut le faire, mais c'est pas qu'un beau produit. Rappelons-nous l'histoire de la paire de chaussures. Avant tout, elle a un but, un objectif, cette paire de chaussures. Et si on veut créer des paires de chaussures demain, on n'est pas les seuls sur le marché. Il faut imaginer peut-être une approche différenciante. Et c'est peut-être là par là que ça commence, au lieu de lancer tête baissée dans un truc. Le produit, c'est la conséquence d'une réflexion. Voilà, donc c'est pas une intuition. C'est pas une intuition. C'est ça. S'il y a bien quelque chose qui n'en est pas une. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, un petit mot pour dans ma quête donc sur le développement de Charlie? Est-ce que tu as quelque chose à... Non, on continue. Je pense qu'il faut que tu continues à expérimenter comme tu fais. Moi, je vais continuer à le faire. Et un jour, tu verras des vidéos de 34 éléments avec Charlie. Ça, tu vas peut-être y arriver. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle tu n'y arrives pas. Je pense que la difficulté, maintenant, tu as résolu le problème du système. C'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer, d'avoir des gens qui s'inscrivent et qui publient. Donc, c'est bien. La question qui va se poser, c'est aider les gens à poser les bonnes questions. Ouais, et donc ça, ça me fait plaisir que tu me parles de ça parce que justement, ça va être une quête. Tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, on parlait de jeux de société, mais c'est aussi comme dans les jeux. En fait, je pense qu'on peut prendre un peu l'entrepreneuriat comme une aventure, où on débloque des niveaux à chaque fois. Et à chaque fois que tu débloques un niveau, t'es content, mais il y a une nouvelle étape qui se prépare. Et là, typiquement, c'est vrai que cette tendance à quelles sont les bonnes questions à poser, t'es pas le premier à me faire remonter. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Le frein étant, il n'y a plus d'excuses sur le fait que ça prend du temps, puisque c'est Charlie qui le fait. Il n'y a plus d'excuses sur le fait de faire le montage, c'est toujours Charlie qui le fait. Les droits d'image, machin. On a enlevé déjà plein de frictions. Mais le seul truc qui reste à faire, finalement, pour notre client, c'est de rentrer la liste des gens qui souhaitent interviewer. Donc ça ils savent qui c'est qui veut le faire parler. En revanche, il faut poser 5 questions maximum. Et finalement, c'est là où il faut réfléchir. Donc la prochaine étape, c'est d'être capable d'imaginer des modèles ou donner des informations aux gens pour qu'ils aient des modèles d'interview qui ont été un peu testés, où on peut leur dire voilà, des exemples de questions à poser, leur donner de la matière pour leur faciliter en fait cette étape-là. Tu fais en fonction du use case. Tu auras des use cases particuliers et pour tel use case, tu as telle typologie de questions qui s'est avérée être performante.
Voilà, et donner des taux de pourcentage. Même, on pourrait même être capable peut-être de dire, dans quelques temps, un scénario avec cette question-là, on a tant de pourcentage de réponse. Enfin, je sais pas, peut-être je sais pas si on peut arriver là, mais en tout cas, déjà poser les bonnes questions, c'est un acte compliqué et c'est déterminant dans la perspicacité de ce que peut être Charlie. Et le résultat, la résultante de ce témoignage, et comment il va être perçu aussi, effectivement. Donc, je pense que ça va être aussi une quête là dans les prochaines semaines. J'ai lancé quelques appels aussi à des personnes pour m'aider justement à créer du contenu, parce que j'ai bien compris que là ça n'allait pas suffire, il faut les vidéos évidemment, mais j'essaie de me mettre un peu là je me fais violence, j'écris sur LinkedIn, j'essaye pas tous les jours mais presque, donc j'apprends, c'est pas trop mon truc moi l'écriture, donc voilà, j'essaye de me faire un peu violence là-dessus, mais je pense qu'il va falloir qu'on crée du contenu, tu vois, au niveau du blog ou même des vidéos aussi, pour donner plein d'astuces aux gens sur comment poser les bonnes questions, etc. Donc ça fera partie des étapes. Dès que c'est fait, je te tiens au courant, je t'enverrai les modèles. Merci d'être venu, Pierre. Merci à toi de m'avoir reçu. Écoute, c'était un plaisir. La Batcave est quand même assez conviviale au final, je trouve, pour faire ce genre d'échange. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous savez, un petit like, un petit commentaire, on s'abonne, tout ça. Vous connaissez parfaitement la mélodie. Moi, ça m'aide à augmenter la visibilité et ça me donne un peu la force de continuer à faire ce genre de vidéos. On se retrouve la semaine prochaine, 18h42, comme vous savez, tous les lundis, 18h42. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Allez, ciao!